Xavier Bertrand est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Santé, et merci d'être avec nous. En ce 1er mai, c'est la première fois d'ailleurs que vous manifestez, que vous descendez dans la rue un 1er mai, Xavier Bertrand. Qu'on se rassemble. Oui, non, Qu'on se mais rassemble dans pour la rue. un beau rassemblement populaire. Ouais, on est à la Concorde, voilà de ça quelques semaines. Oui. Là, je parle du pourquoi 1er c'était interdit le 1er mai? C'est une question que je vous pose. Pas... C'est la première fois que vous descendez dans la rue un 1er mai, oui ou non? Non, mais ça veut dire quoi? Pour défiler? On n'a pas défilé. Non, mais je ne savais pas que c'était statique. interdit pour nous de nous rassembler le 1er mai. Il y avait un couvre-feu qui avait été mis en place par M. Mélenchon, par Mme Aubry, par M. Hollande. Je ne savais pas que c'était interdit. Ben, je vais vous dire une chose. J'étais tout à l'heure au Trocadéro. Eh bien, on a bien fait de nous retrouver. Très bien. On a bien fait de se rassembler. Alors, parce qu'en plus, il y avait des choses à dire sur le travail. Justement, on les a vus, les drapeaux bleu, blanc, rouge, donc, que Nicolas Sarkozy veut opposer aux drapeaux rouges, eh bien ceux des cortèges des syndicats, c'est bien cela, mais les drapeaux du Front National ont aussi flotté en ce 1er mai du travail, fête du travail plus divisé que jamais, hein, comme le pays. Marine Le Pen votera blanc et Gérard Longuet, votre collègue du gouvernement, la voit comme un interlocuteur de l'UMP dans une interview au journal d'extrême droite Minute. Dans un instant, Frédéric Dumoulin de l'agence France-Presse vous interrogera sur ce point et puis ce sera le tour de Perrine Tarnaud de Public Sénat. Je note que les téléspectateurs peuvent intervenir durant cette émission en vous posant des questions par le biais de l'application TV Check d'Orange. D'abord, Xavier Bertrand, Martine Aubry déplore ce contre 1er mai, donc cette fête du Trocadéro de Nicolas Sarkozy. Elle dit que c'est un moment de division supplémentaire. Elle manque pas d'air, hein. Et elle ne va pas nous donner des leçons quand même. Surtout Mme Aubry pour parler du travail. Quand elle a à l'époque puni les ouvriers et les employés en leur faisant payer à eux la facture des 35 heures, et elle va donner des leçons, elle préférait quoi? Elle préférait se livrer à une énième tentative de récupération des défilés syndicaux, parce que c'était ça qui était prévu. C'est ça qui était prévu, c'était Mme Aubry, M. Mélenchon en tête dans les cortèges syndicaux, et là, ils M. étaient Chirac... sur le côté, vous avez regardé passer le cortège. Oui, parce que M. Chirac les a aussi remis à leur place. M. Chirac a dit c'est un défilé syndical et il n'y aura pas de récupération politique. Et donc, que ça leur plaise ou non, la gauche et l'extrême gauche ont été obligés d'être spectateurs ou de suivre et pas de récupérer. Vrai changement. Oui. Vrai changement. Néanmoins, le Trocadéro, donc c'était un meeting électoral et c'était également un rassemblement contre le 1er mai traditionnel, Xavier Bertrand. Non, pas contre le 1er mai traditionnel. Allez jusqu'au bout. Dans votre esprit, c'est quoi? Ça serait contre celui des syndicats. Non. Moi, j'ai aucun problème avec les syndicats qui font du syndicalisme. Quand vous avez des syndicats qui sont dans le dialogue social, où est le problème? Il n'y en a aucun. Dans ce quinquennat, il n'y a jamais eu autant d'accords nationaux interprofessionnels que pendant ce quinquennat. Mais il faut bien reconnaître que quand il y a des réformes très importantes, qui sont indispensables comme les retraites, les syndicats ne nous ont pas accompagnés. C'est leur choix. Mais c'est leur droit de contester. Qu'on ne reproche pas aussi aux politiques le fait de vouloir avancer, moderniser le pays, pas pour nous faire plaisir, mais parce que c'est essentiel. Si on n'avait pas fait la réforme des retraites, nous ne pourrions pas dire aux Français, toutes vos retraites seront payées. Tout le monde les touchera. Et en plus, elles seront payées le 1er du mois. Et je note, parce que j'ai entendu cet après-midi, au début du cortège syndical, M. Thibault, une fois de plus mal inspiré, ou pas au courant, dire que les pensions avaient baissé en France. Je le mets au défi. Je le mets au défi ce soir de dire quelle pension de retraite a baissé. Si, peut-être qu'il parlait de la Grèce, ou du Portugal, ou de l'Espagne. Parce qu'à l'époque, eux n'ont pas fait la réforme des retraites. Il parle de ceux qui voient leur pension peut-être reportée un peu plus tard, avec le report de l'âge. Ah, mais attendez, j'assume tout à fait le fait que nous ayons demandé de travailler 2 ans de plus d'ici 2018, mais la contrepartie de ces 2 ans de plus, c'est qu'on ne prend pas tous les ans 20 milliards d'euros dans la poche des Français en impôts. Et on peut regarder tout le monde en disant les retraites seront payées. Donc quand M. Thibault dit que les pensions ont baissé, c'est faux. C'est faux. Alors je sais qu'il a un peu la tête ailleurs en ce moment, M. Thibault. Il a changé de métier. Il était syndicaliste, il est devenu politicien. Hier avec M. Mélenchon, aujourd'hui avec M. Hollande. Ça vous étonne, franchement? Il a dit qu'il allait voter Hollande, c'est pas une surprise. Hein. Non, c'est pas une surprise, mais il ferait mieux de s'occuper de sa maison. Parce qu'en termes d'élection, l'élection de son successeur à la tête de son organisation, visiblement, ça ne se passe pas bien.
et il en est le premier responsable. Voilà. On sait qu'il y a s'improvise des pas. tensions internes pour On sa s'improvise succession. pas agent électoral, qu'il reste dans le syndicalisme. Alors, vous vous en prenez depuis quelques jours à Bernard Thibault, donc C'est lui qui a commencé. Appelé à faire barrage à Nicolas Sarkozy. À se placer sur un terrain politique. Il serait resté dans le registre syndical. On peut l'avoir comme interlocuteur, facile, pas facile, c'est pas le sujet. Mais il s'est placé sur un terrain politique. Et vous voulez que je vous dise, sa sortie de route, la sortie de route de la CGT, gêne les autres syndicats et fait du mal à la neutralité syndicale. François Chérec a pris quelques distances avec cet engagement partisan. Néanmoins, ce qui prouve bien que la neutralité syndicale, c'est un acquis auquel tiennent les organisations syndicales. Le leader de la CFDT souligne qu'il sera très difficile, selon lui, de rétablir un climat de confiance si Nicolas Sarkozy est réélu. Il dit, à sa manière peut-être plus feutrée, finalement la même chose que Bernard Thibault. Je n'ai pas entendu le dire ça, puis je connais François Chérec. Il a parlé d'un climat de confiance qui est détérioré. Attendez, s'il avait envie d'appeler à voter pour quelqu'un, je connais son caractère, il le dirait. Il ne le fait pas. Il reste donc dans la neutralité. Maintenant, vous dites, est-ce qu'il sera facile ou pas de discuter dans les années qui viennent? C'est ce que dit François Chérec, il le dit. J'ai entendu la même chose en 2007. Oui. Parce que, est-ce qu'avec Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il sera possible de discuter, de dialoguer? Les mêmes remarques, faites bien souvent par les mêmes. Je le sais, j'étais ministre du Travail en 2007 et j'étais porte-parole de Nicolas Sarkozy. Les mêmes propos reviennent aujourd'hui. Et vous savez quoi? On a, au cœur de la crise, trouvé des syndicats qui ont salué les réactions et les décisions du président de la République et avec lesquels, sur nombre de dossiers, on a pu avancer. Pas sur tous. Mais le vrai sujet, c'est que dans les années qui viennent, il nous faudra aller plus loin sur nombre de réformes. Justement, je vais vous interroger là-dessus. J'ai bien écouté le discours de Nicolas Sarkozy, mais j'avais encore une question sur les responsables syndicaux que vous épinglez différemment, bien sûr, on l'a entendu à l'instant. Néanmoins, pas tous. On a entendu la différence. Ceux qui font du syndicalisme, vous faites bien la différence. Et par exemple, justement, quand Laurence Parisot a salué l'extraordinaire boulot accompli par Nicolas Sarkozy, vous avez été heurté, je ne sais pas, par un manque de neutralité de sa part. Oui, elle a un peu équilibré les choses quelques jours après. Ah bon, alors là, vous n'avez pas entendu? Elle a un peu équilibré les choses après. Elle a penché plutôt du côté de Hollande quelques jours après, hein, vous avez noté. Ça vous a fait sourire, comme ce soir-là. Oui, ça me fait sourire. Hein, elle trouve que ça parce que vous savez défense des syndicats, du paritarisme a du bon. Je crois une chose, c'est qu'on attend des représentants des syndicats de salariés comme des organisations, c'est qu'ils soient aussi force de proposition. J'attends notamment du MEDEF des idées sur la simplification de la vie des entreprises, un allègement des charges administratives des entreprises. Tous les déplacements que je fais sur le terrain, tous, les chefs d'entreprise, les professionnels me disent, voilà ce que l'on attend. Moins de charges sociales, moins de charges administratives. Dans les dialogues avec les institutionnels, ce ne sont pas les mêmes sujets qu'avec les professionnels. Alors voilà pourquoi je passe autant de temps sur le terrain aussi avec les chefs d'entreprise. On va le voir tout à l'heure. On vous a suivi à Saumur. Hein. On aura un reportage tout à l'heure. En tous les cas, donc Laurence Parisot, elle penche du côté de François Hollande dans la défense et sa vision des fameux corps intermédiaires, notamment les syndicats. C'est ce qu'elle a dit. On peut dire un mot sur ce sujet, il est important. Oui. Le dialogue social, il est essentiel dans notre pays. Mais c'est un moyen de trouver des solutions, pas une fin en soi. Et je vais vous dire, on a pris aussi des habitudes en France depuis quelques années, c'est que bien souvent les partenaires sociaux entre eux préfèrent avoir un accord signé par 100% des participants, mais pour une réforme qui va seulement à 50% du chemin, alors que je pense qu'il faut le contraire. Il faut, dans les années qui viennent, parce que la compétition internationale est là, parce qu'il faut booster la compétitivité des entreprises, il faut les accords compétitivité-emploi. Il faut changer la donne en matière de formation des demandeurs d'emploi. Oui. Et sur ces points-là, on ne pourra pas avoir de blocage. On ne pourra pas avoir de réforme à mi-chemin. Il faudra aller au bout des réformes. Et si les partenaires sociaux ne voulaient pas s'engager, c'est leur droit. Il ne faudra pas s'étonner dans ces cas-là que le politique, le président de la République l'a dit, soumettre telle ou telle question au peuple. Ça a été dit, les accords de compétitivité, la formation des chômeurs notamment, mais il y a une nouvelle voie, me semble-t-il, qui a été tracée tout à l'heure par Nicolas Sarkozy. Il dit qu'il faut un nouveau modèle social, il l'a annoncé au Trocadéro. C'est-à-dire qu'il dévoile en fait son projet, qui est de s'attaquer aux rigidités du monde du travail. Vous pouvez nous le confirmer? Je vous le dis, mais les accords compétitivité-emploi, c'est l'exemple. Oui, c'est un premier pas. Et on ne commence pas aujourd'hui. Prenez la rupture conventionnelle. D'accord, mais voyons pour demain, parce que ça, d'accord, ça a été accompli. Non, mais concrètement, j'entends dire aussi parfois, s'attaquer au code du travail, par exemple. Ils en parlent maintenant. S'attaquer au code du travail.
Ah, mais ça veut dire quoi alors? Le brûler en place de grève Un pendant qu'on y nouveau est. modèle social, On c'est est quoi? en France. En France, c'est un pays sérieux, où on a des dossiers, des sujets qui sont sérieux. Ça veut dire quoi, s'attaquer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a la loi et que la loi doit fixer un cadre. Mais qu'ensuite, vous devez donner de la place à la discussion, à la négociation. De la place à la souplesse. Où C'est ça? ça que ça veut dire. Dans l'entreprise, au plus près du terrain. Je n'ai rien contre les branches professionnelles, mais je pense que là, vous avez le maximum de pragmatisme, maximum d'efficacité, c'est dans l'entreprise. Et pas le patron qui va décider tout seul. C'est pas ce que souhaitent les employeurs, mais qu'il en discute avec les représentants du personnel et le personnel. L'avenir, pour les discussions, pour les négociations, c'est la loi qui fixe un cadre et la négociation dans l'entreprise. Voilà autant de sujets sur lesquels, là je le pense, il faut que l'on puisse avancer. Et encore une fois, ça n'est pas pour faire plaisir à un tel ou un tel, c'est une question de compétitivité des entreprises. Et il n'y a que M. Mélenchon qui pense encore que la lutte des classes intéresse quelqu'un dans ce pays. Monsieur Mélenchon, je veux vous dire... Bon, il est éliminé du premier tour. Hein. Oui, enfin, il est peut-être éliminé. C'est vrai que lui qui était le révolutionnaire, incarné, fait homme, qui aussitôt, celui qui nous faisait comprendre que la machine à remonter le temps existait, qui aussitôt a rentré toutes ses griffes au soir du premier tour. Ça m'étonnerait que pour les législatives, on ne l'entende plus, mais en attendant, lui, il n'a pas compris que quand ce qui est bon pour l'entreprise, c'est bon pour l'emploi. Et ça, les salariés l'ont compris, eux. Vous avez rappelé que les syndicats demain auraient toute leur place et leur rôle à jouer. On n'a pas très bien compris ce drôle de jeu entre Nicolas Sarkozy et François Fillon. Ces derniers jours, le Premier ministre a clairement pris ses distances, franchement, avec Nicolas Sarkozy quand il a dit qu'il fallait cesser, qu'est-ce qu'il a dit, toute remarque désagréable contre eux. Franchement, oui, franchement, oui. C'est la même partition. Il y a toujours un jeu. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder dans telle phrase ce qui n'irait pas 100% dans la ligne de ce qui a été dit par tel... Mais je sais, regardez votre sourire. C'est un bel aveu. Non, pas du tout. Je comprends que ce puisse être un jeu. On a entendu François Fillon cajoler les syndicats comme François Hollande. C'est pas ce que dit franchement Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous l'avez écouté ce matin-là ? Oui, je l'ai écouté. C'était chez nos confrères de RTL. Oui, et puis j'ai vu après ce qui a été retranscrit dans ce qu'il a dit. C'était la même ligne. Entendons-nous bien. Les syndicalistes qui font du syndicalisme, bien évidemment, il ne s'agit pas de se heurter à ceux qui sont des représentants. Maintenant, pour ceux qui font de la politique, ça n'est plus le même registre, c'est vrai. Bon, alors, donc François Chérec s'est trompé, lui, il a dénoté une sorte de schizophrénie à droite. Le ministre de la Santé que je suis vous dit, il n'y a pas de schizophrénie. Pas de schizophrénie à droite. Bien. C'est vrai que vous avez épuisé tous les crédits des fonds aidés pour l'emploi, alors que la gauche s'apprête, évidemment, vous l'avez entendu, à prendre le pouvoir et pourrait arriver... La gauche s'apprête à prendre le pouvoir. C'est ce que François Hollande a dit, qu'il se voyait vainqueur, c'est lui. Et donc, qu'est-ce que est-ce qu'ils auront, s'il y a une alternance, est-ce qu'il y aura encore des fonds pour les emplois aidés? Xavier Bertrand, c'est la question que je vous pose. Quand vous me dites ça de la gauche, je me demande si, chez M. Hollande, c'est arrogant ou méprisant le bon adjectif. Il s'y croit déjà, il ne sait pas comment se passent ces élections. Il s'est défini aujourd'hui, dépeint comme le successeur de François Mitterrand, à Nevers. C'est pour ça que vous répondez cela. Comme premier secrétaire du Parti Socialiste, comme président de la République. Oui, mais je pense que les Français n'aiment pas cette attitude qui consiste à dire les jeux sont faits. Pour le reste, les contrats aidés. Oui. Les contrats aidés, quand il y a des besoins... Vous les avez multipliés, là, au premier trimestre. Ah non, monsieur, on a juste fait en fonction des crédits qui existent. Vous savez, je ne sors pas de mon chapeau, tel un magicien. Je n'ai pas un tiroir secret dans lequel je prends. Tout a été voté, tout est clair. Et vous imaginez, si je n'utilisais pas les outils votés par le Parlement, le reproche qui me serait fait, tiens, les contrats aidés. Je peux lancer un message? Si certains départements, notamment de gauche, acceptaient de jouer le jeu et ne faisaient pas de la politique politicienne, nous aurions pu sortir du chômage davantage de personnes. Le département des Landes, le département de l'Aisne, le mien, je les connais bien, sont des départements dans lesquels les conseils généraux ne jouent pas suffisamment le jeu et n'offrent pas des contrats aidés cofinancés par l'État, alors qu'on pourrait les offrir aux titulaires du RSA. Je vais vous dire une chose. La gauche, au lieu de faire ses procès d'intention malvenus, ferait mieux de jouer le jeu de l'intérêt général. Très bien. Voilà pour cette réponse. Frédéric Dumoulin de l'agence France-Presse va donc nous rejoindre. Évidemment, l'aggravation du chômage durant le quinquennat est un argument de poids pour la gauche qui avance ses propositions, on en dira un mot. Alors, a-t-elle les solutions ? François Hollande, dans tous les cas, promet de faire baisser le chômage, dont il vous est revenu, mois après mois, de commenter les mauvais chiffres. 900 000 chômeurs de plus, dites-vous, en 5 ans, mais la gauche dit 1 200 000. On voit ça avec Tam Tranui.
Être ministre, c'est pas tous les jours facile. Pour Xavier Bertrand, cela signifie une fois par mois être le porteur de mauvaises nouvelles. Depuis la crise, l'emploi est en berne et depuis 11 mois, le chômage n'a cessé de croître. Du coup, le ministre du Travail trouve de bonnes nouvelles là où il peut. Ce qu'on peut noter, c'est que ce premier trimestre de l'année 2012 est celui qui donne les meilleurs résultats depuis maintenant un an. Le chômage continue d'augmenter, mais moins que d'habitude, ce qui peut laisser espérer un tassement. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette analyse. En France, pour stabiliser le chômage, il faut créer 150 000 emplois. Et pour créer 150 000 emplois, il vous faut à peu près 1,7% de croissance de l'activité en France. Or, y compris le gouvernement, qui a des prévisions assez optimistes, prévoit 0,7% de croissance pour cette année. Donc du coup, on sait que l'économie française, cette année, va détruire des emplois. Deuxième argument du gouvernement, le chômage en France augmente moins qu'ailleurs. Plus 20% depuis le début de la crise, contre plus du double en moyenne dans le reste de l'Union européenne. Mais là aussi, l'explication est biaisée, selon Éric Heyer. Et il est vrai que le chômage a moins augmenté en France qu'ailleurs, mais pour une raison assez évidente, c'est que le niveau de chômage avant la crise était bien supérieur en France. Et donc, du coup, quand vous avez un faible taux de chômage, comme c'était le cas au Royaume-Uni, aux États-Unis, et que vous le multipliez par 2, ça fait une forte augmentation, même si le niveau reste plus faible. Et donc, ce qu'il faut rajouter au propos de Xavier Bertrand, c'est que le taux de chômage en France reste à des niveaux extrêmement élevés si on se compare aux autres pays. Bref, les chiffres, on peut les accommoder à sa façon, c'est bien connu. Et Xavier Bertrand est passé maître dans cette gymnastique. Il faut dire que le chômage constitue la première préoccupation des Français en cette campagne électorale et qu'à droite comme à gauche, on semble le redécouvrir depuis une quinzaine de jours. Voilà, Xavier Bertrand. Frédéric Dumoulin de l'AFP nous a rejoint. Frédéric, bonsoir. Vos questions. Donc on vient de le voir là dans le reportage, M. Sarkozy a dit « j'inverserai la courbe du chômage ». Il l'avait donc déjà dit en 2007. Est-ce que donc c'est toujours bien l'objectif et est-ce que cette fois-ci il sera chiffré puisqu'il avait dit 5% de la population active? Je veux m'en expliquer. Je veux m'en expliquer aussi en tant que premier responsable de la politique de l'emploi dans notre pays. Et vous l'avez dit vous-même, j'ai toujours voulu assumer les chiffres quand ils ont été bons, quand ils ont été moins bons. En 2007, quand nous sommes élus, il y a un objectif de 5% pour la fin du quinquennat. Quand nous arrivons aux responsabilités, le taux de chômage est à 8,4%. Un an après, il est à 7,2%, c'est-à-dire le niveau le plus bas depuis 1983. La crise arrive, et là je le dis, l'objectif change. L'objectif premier, c'est de protéger au maximum les Français et d'éviter l'explosion du chômage. L'économiste le reconnaît. Le chômage en France a moins augmenté que dans les autres pays. Proportionnellement, parce qu'il était déjà haut, il nous a expliqué. Oui, pas seulement. Ah oui. 20% d'augmentation en France en raison de la crise, 40% dans l'ensemble des pays européens. 2 fois moins. Est-ce que c'est le fait du hasard donc là pour le prochain quinquennat, c'est le président de la République qui est réélu en fait. Le plus possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je le dis parce que bien souvent, vous avez utilisé des chiffres tout à l'heure. Les chiffres du Parti socialiste sont faux. Ça cherche à faire spectaculaire, c'est faux. C'est un mensonge. Le chômage a augmenté d'un peu plus de 700 000 demandeurs d'emploi. C'est beaucoup trop. Et d'ailleurs, jeudi dernier, quand il y a la fameuse émission sur la 2, François Hollande et Nicolas Sarkozy ensuite, quand François Hollande, on lui parle du chômage, on met un tableau derrière. Et le chiffre qui apparaît, c'est 700 000 de plus. Pourquoi il n'a pas contesté? Voilà pourquoi la réalité, c'est qu'il y a eu 700 000 demandeurs d'emploi de plus, c'est beaucoup trop, mais qu'il n'y a pas eu 1 million parce qu'il compte dans cela ceux qui travaillent à temps partiel. Or, quand on a un bulletin de paye à la fin du mois, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas chômeur. Quand vous dites que les socialistes donc, ont tort d'avancer les chiffres qu'ils avancent, est-ce qu'ils ont tort également de dire qu'il y a des plans sociaux en rafale qui attendent pour après le 6 mai? Certains syndicalistes d'ailleurs sont assez d'accord là-dessus. Quand on a eu le Jabi, Photowatt, Petroplus, tous ces dossiers-là, ils sont tellement cachés, ils ont été retardés. Non, ils ont été. Voilà, ils sont sur la table. Mis en avant, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui attendent? Ils sont sur la table. Est-ce que vous en craignez d'autres vous-même? Écoutez, avec les fermetures de grands sites automobiles, par exemple. Tout dépend de la conjoncture économique. Mais tant qu'on a une situation de la croissance qui reste fragile, la situation de l'emploi restera fragile. Mais il faut bien savoir une chose, c'est que s'il y avait à un moment donné un risque dans une entreprise, est-ce que vous ne croyez pas que les syndicats dans l'entreprise, au comité d'entreprise, le diraient aussitôt? Et vous ne reprendriez pas l'information aussitôt? Donc ce qui montre bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des sujets, ce n'est pas le calendrier électoral qui bloquerait les choses ou qui accélérerait les choses. Tout est sur la place publique aussitôt. Et sur l'automobile, si je peux me permettre. Par exemple, s'il enferme demain Aulnay ou d'autres sites de Vous avez failli avoir ça.
Oui. au cœur de la crise, si Nicolas Sarkozy et François Fillon, le gouvernement, ne prennent pas les mesures, la prime à la casse, tout le soutien à l'industrie automobile, ça fait bien longtemps que vous auriez eu de telles difficultés, de tels drames. On les a évités. Je le dis parce qu'on passe sous silence toute la politique qui a été la nôtre pendant la crise pour éviter que le pays ne sombre. Mais seulement, tout ceci n'a pas été le fait du hasard. Donc maintenant, il faut aller plus loin sur les 5 ans qui viennent. Ouais. Mais est-ce que le ministre du Travail que vous êtes est davantage satisfait par la tournure que semble prendre la campagne de deuxième semaine du président candidat, plutôt que celle que la première qui était plutôt orientée sur l'immigration, un discours qui devait apparemment plus satisfaire l'électorat du Front National. Même si on parle toujours autant de frontières. Voilà. Est-ce qu'il y a une césure? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise avec ça? Je dis la même chose depuis le début de la campagne. Et si vous me permettez, le modèle social, avoir un nouveau modèle social, cela repose par plus de travail, il faudra que l'on travaille davantage et donner plus de travail à plus de monde. Trouver des solutions sur l'emploi des jeunes. C'est notamment le dispositif zéro charge que nous mettons en place et l'apprentissage. J'y crois dur comme fer. C'est aussi, très clairement, l'emploi des seniors. Le dispositif aussi zéro charge pour l'entreprise qui recrute un senior au chômage. Et c'est la formation des demandeurs d'emploi. Celui qui propose les mesures les plus solides, les plus puissantes pour faire reculer le chômage, c'est Nicolas Sarkozy. Deuxième point, Frédéric Dumoulin. Il y a la question de l'immigration. Oui, c'est vrai que nous ne pouvons pas, dans les années qui viennent, accueillir autant d'immigrés que les années que nous venons de connaître. Oui. Il fut une époque où on faisait venir des immigrés pour prendre des emplois. L'industrie automobile, dans les années 70, 80. Aujourd'hui, c'est plus possible de la même façon. Et le troisième point, pour préserver notre modèle social, c'est aussi de lutter avec plus d'efficacité, plus de fermeté contre les abus, les gaspillages et les fraudes, quel que soit le statut des fraudeurs. Pendant 10 jours, le président candidat était véritablement... on a beaucoup parlé de l'immigration, il a mis ça même au cœur de son propos. Et finalement, aujourd'hui, la présidente du Front National lui a rétorqué, en gros, qu'elle ne choisirait pas entre lui et François Hollande. Donc finalement, quelle surprise de sa part. Quel scoop de la part de Mme Le Pen. Donc c'est ni Hollande ni Sarkozy. Donc depuis le départ, toute la stratégie qui est mise à mal. Depuis le départ, on le savait, ou on s'en doutait, que Mme Le Pen aurait cette position. Attendez, franchement, c'est en rien un scoop. La seule chose, c'est est-ce que les électeurs de Mme Le Pen se sentent prisonniers de la consigne ou de l'absence de consigne de vote de Mme Le Pen? Ils étaient libres, elle leur a dit. Oui, mais de toute façon, vous inquiétez pas. Qu'un dirigeant le dise ou pas, les gens s'en moquent. Ils peuvent choisir un candidat et ils ne se sentent pas tenus par la position de leur candidat. Non, je finis là-dessus, c'est que eux, par ailleurs, est-ce qu'ils croient à la valeur travail? Est-ce qu'ils veulent faire la différence entre le travail et l'assistanat? Est-ce qu'ils veulent aussi, clairement, le droit de vote pour les étrangers non communautaires aux élections locales? Voilà les questions qui sont posées. Et ce n'est pas les consignes ou l'absence de consignes de vote de tel ou tel dirigeant qui fait la différence. On va continuer à parler du Front National, justement. Est-ce que vous avez déjà donné des interviews à Minute, vous? Non. Non. Est-ce que vous accepteriez On ne m'a pas proposé, pour la réponse serait la même. Vous diriez non? Parce que vous considérez que ça n'est pas un journal qui se situe dans le cadre républicain? Non, attendez, je ne veux pas rentrer dans vos débats. Attendez, vous m'avez demandé, je donnerai. Donc vous avez un point non, parce que, voilà. Non, parce que. Non, je vous dis, monsieur, écoutez, je ne vois pas pourquoi je m'adresserai à eux, mais je vais vous dire un truc. On est dans une campagne présidentielle. Les sujets qui m'intéressent sont les sujets de la présidentielle, et je vois pourquoi vous allez me poser la question. Alors, Frédéric, parce que quelqu'un a répondu à une interview dans Minute. C'est un de vos collègues, le ministre de la Défense, Gérard Longuet, qui a donc dit, c'est la première fois depuis que l'UMP a été créée, qui a dit que Mme Le Pen pouvait être un interlocuteur pour votre parti. Je ne le pense pas. Et j'ai eu l'occasion de dire à Gérard Longuet tout à l'heure, au Trocadéro, avant le début de la réunion, je dis, je viens de voir la dépêche AFP reprenant ses propos, explique-moi. Et il a dit, je vais préciser les choses, ce qu'il a fait. Si je ne me trompe pas, j'ai la précision, je peux vous la donner si vous voulez. Ensuite, si vous voulez. Allez-y. La précision, c'est... si on peut se réjouir que Marine Le Pen n'ait pas les mauvais calembours de son père, la seule majorité de gouvernement possible est l'alliance du centre et de la droite républicaine. Ça me va très bien, ça, pas vous? Ça va très bien, mais je veux dire, c'est pas du tout ça. On n'a jamais parlé d'alliance. Le président n'a jamais parlé d'alliance. Les responsables de la majorité n'ont jamais parlé d'alliance. Monsieur Longuet n'avait jamais parlé d'alliance. Dans son interview à Minute, il disait qu'il y avait une différence notable entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Pour vous, est-ce que c'est le cas? Mais je vais vous dire, j'ai toujours dit, ma position est constante. Le prénom a peut-être changé, mais le reste n'a pas changé. Voilà.
Donc, vous ne souscrivez absolument pas à ces Je propos. vous l'ai dit tout à l'heure, mais par contre, si vous voulez que je vous parle d'un choix clair, c'est celui de dimanche. Il est entre Nicolas Sarkozy et François Mais Hollande. les Voilà propos, on est la d'accord seule avec vous. question qui nous est posée aujourd'hui. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est embêtant, justement, parce que vous avez l'air de parler de certains recentrages dans cette deuxième semaine? Non, attendez, est-ce que on ne va c'est- pas inverser les rôles, je ne suis pas journaliste. Quand j'étais jeune, j'avais envie d'être journaliste, mais je ne suis pas journaliste aujourd'hui. C'est vous qui m'avez parlé de ce recentrage. Je vous dis, la campagne est la même depuis le départ, la stratégie est la même. On va dire Moi-même, dans peut-être cette que campagne, que les thèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. je suis sur cette logique, le travail, la valeur travail, la création de richesses pour mieux partager les richesses. On me dit que mon origine, mon ancrage est gaulliste social. Ah Ça oui, me va je bien. pense que c'est clair. Ça me va oui. bien. Mais ça n'empêche pas aussi une très grande fermeté sur Bien les sûr. thèmes qui sont les thèmes régaliens. Mais pour le reste, je pense oui, Mais qu'il faut alors aussi que- savoir tendre la main Oui, mais à ceux, par exemple, qui ne peuvent plus travailler en raison de leur âge ou de leur handicap. C'est ce qu'a d'ailleurs fait le président de la République tout à l'heure. En Mais est-ce que rappelant c'est ce que pas l'on un avait fait problème, depuis 5 justement, ans, notamment. que des messages comme celui de M. Longuet viennent polluer, notamment par rapport à M. Bayrou, qui doit s'exprimer non, dans 2 jours? Attendez, je lui ai dit, je vous ai répondu. Voilà. Non, mais c'est pas embêtant vis-à-vis de l'électorat centriste qui est quand même assez rétif à tout ce genre Mais d'amalgame. attendez, je comprends, ça doit faire quand même quelques minutes qu'on ait le sujet. Je m'en doutais, je ne suis pas surpris. J'ai moi-même dit à Gérard Longuet tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que ces déclarations? Donc voilà. Néanmoins, on peut- vous avez on peut- entendu, on il y peut a des continuer. Vous responsables. l'avez senti embêté ou pas? Pardon, Vous l'avez il senti m'a dit embêté? justement qu'il voulait préciser ses propos, Xavier ce qu'il a Bertrand, fait, dont acte. il y a des responsables de l'UMP qui ont donné rendez-vous à l'après-Simé pour analyser la stratégie qui a été mise en œuvre par Nicolas Sarkozy. On va dire c'est des gens venus de l'humanisme, comme on dit. Je pense à Jean-Pierre Raffarin. C'est donc une façon J'ai d'exprimer. parfois entendu qu'on m'attribuait aussi ce Aussi, qualificatif. alors C'est vrai. justement, alors est-ce que vous aussi vous estimez qu'il y a des doutes qui sont légitimes sur la stratégie droitière mise en œuvre par le président de la République? Non, parce que je ne sais pas ce qu'est cette stratégie droitière. Vous parlez du travail, mais on dont parle aussi beaucoup d'immigration. Mais je vous en ai pas. Non, mais attendez, écoutons-nous. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure aussi quelle place tenait une modification de notre politique d'immigration par rapport à notre politique sociale. Quand on venait pour prendre des emplois, nous-mêmes, nous avons demandé à des personnes de venir de l'étranger. Ce fut une époque, rappelez-vous cette phrase de Michel Rocard, Bien sûr. la France ne peut pas accueillir toute la Mais misère elle du doit monde, en prendre sa même part. si elle doit en prendre sa part. Il me semble que c'est le cas. Nous savons aussi être justes, mais aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est l'équilibre de nos comptes, nous ne pourrons pas accueillir davantage. Néanmoins, d'immigrés. vous avez dirigé l'UMP. Et j'assume les choses. Vous avez dirigé l'UMP. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que le parti, l'UMP, n'a La jamais été stratégie- aussi proche des thèmes Ah mis en non, avant ne- par le Front Ne National? plaisante Par rapport à pas. votre Mais période. Qu'est-ce que c'est que cette caricature? Ça, c'est une question. Alors, je vais vous dire une chose. La dérive droitière. La sécurité, est-ce que ça correspond, selon vous, à cette dérive? Oui? Ça correspond, je pense, à une attente d'une D'accord. grande partie de l'opinion. Saint-Quentin, Mais ma bon, ville, après. est une ville très populaire. Dans les quartiers populaires, vous savez ce qu'on me demande en priorité? L'installation de la vidéoprotection que j'ai commencé à installer dans la ville. Les milieux populaires, les gens qui me disent, quand on a les enfants, ma femme qui rentre tard le soir, je me sens plus rassuré s'il y a des caméras de vidéoprotection. Est-ce que ce sont des gens qui ont voté à droite? Non. Est-ce que ce sont certains de mes concitoyens qui sont attachés à ces questions de sécurité? Oui. La question du droit de vote des étrangers, vous seriez surpris de voir que le refus du droit de vote des étrangers non communautaires aux élections est certainement une question qui transcende les clivages politiques Monsieur traditionnels. Bertrand, si jamais par malheur le président de la République n'était pas réélu, par malheur pour vous, je veux dire, Et vous avez le droit aussi, un non, journaliste c'est a pas le une droit prise de d'avoir ses position. convictions, a le droit d'avoir alors, sa bon, non, j'apprécie, moi, j'apprécie. je me mets dans Je votre vois optique, tellement moi, d'hebdomadaires où les journalistes votent, où je vois qu'il y a un hebdomadaire, d'être- Marianne, où il y a quasiment personne On qui essaie était pour d'être- Sarkozy, que vous assumiez. Non, Moi, je Michel, trouve ça je pense formidable. que Michel et moi, on essaye d'être le plus neutre On, possible. on Enfin, essaye, bon, on en tout essaye. cas, J'ai pas senti une prise de position. vous Il se inquiétez mettait à votre place. Allez, on Ne perd vous inquiétez pas. Donc, on s'il y avait perd pas de malheur précieuses secondes. Pour vous, donc, le président de la République était battu. Est-ce que vous pensez, justement, sur cette question du Front National et des digues à bien maintenir, vous pensez qu'il y aurait une unité de tous les ténors là-dessus? J'en suis persuadé, quel que soit le résultat. Et j'ai même d'ailleurs vu les propos, je l'aurais dit, de certains responsables de la droite populaire au sein de l'UMP qui ont dit « nous ne sommes pas une passerelle, nous sommes une digue ». Ces propos sont très importants et j'ai eu l'occasion justement de saluer ces propos. Voilà. D'accord. Frédéric, j'ai une ultime question peut-être sur ce thème. En cas de duel législatif entre le Front National et puis un candidat du Parti Socialiste, que faites-vous, Xavier Bertrand? Sarkozy ou Hollande, je vote Sarkozy. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout ce Non, mais je petit... parle des législatives. Non mais attendez, je voulais dire une chose. Oui. J'ai bien fait de venir ici ce soir. Parce que... Parce que ces questions-là, on ne me les pose jamais sur le terrain. j'ai- On me parle d'emploi, Ouais. on me parle
de Ben sécurité. oui, mais d'accord, mais ça nous empêche Non. pas de nous la poser, nous. Oui, d'accord, mais je vous dis, monsieur, dans ces cas-là, vous m'invitez le 6 mai au soir ou le 7 mai le matin, et je vous répondrai sans problème. Mais je vais vous dire une chose, c'est parce que dans ces cas-là, on vient très clairement à des autres sujets que ceux qui intéressent les Français, et il ne faut pas s'étonner après, soit qu'ils s'abstiennent, soit parfois qu'ils votent pour des partis éloignés de la politique. Ma position a toujours été constante, pas d'alliance. D'accord. Pas d'alliance. Entre Hollande et Sarkozy, Je vous vote choisissez Sarkozy. Très bien, on l'avait compris. Et entre donc Fillon et Copé pour la tête de l'UMP, vous votez qui? Pourquoi le sujet est sur la table aujourd'hui? Non, mais on ne sait jamais si ça devait se poser. Ben, je vous répondrai le moment venu. Mais vous avez une je ne préférence confonds ou pas. pas Alors. Oui, j'en ai une, mais je ne confonds pas, je ne mélange pas les échanges, je vous assure. C'est pas que j'ai peur de m'engager, c'est pas dans mon tempérament d'avoir peur. Mais la seule chose, c'est que je ne confonds pas les échéances. Il y a le 6 mai, et pour moi aujourd'hui, il n'y a que cela qui compte. Merci Frédéric, et je pense, et je crains peut-être pour vous, Xavier Bertrand, que ces questions reviennent dans les minutes qui arrivent avec Perrine Tarnaud. On va d'abord vous retrouver, donc je le disais tout à l'heure, en visite sur le terrain. Fabrice Cunet vous a observé récemment, c'était à Saumur, l'heure est donc à la mobilisation, vous l'avez dit, pas encore à l'affichage d'ambition personnelle, même s'il peut arriver que d'autres s'en chargent pour vous. Reportage. Ah, voyons. Ça va, et vous? Désolé pour ce gros quart d'heure de retard. À Saumur, Xavier Bertrand est en retard, mais dans la course à l'après Nicolas Sarkozy, le ministre du Travail serait l'un des mieux placés. Même si pour l'heure, il préfère parler élection plutôt que succession. Alors loin de l'effervescence qui entoure son candidat, il bat la campagne. Bonjour. Cet après-midi, il a rendez-vous pour défendre un bilan et vendre un programme face à une trentaine de chefs d'entreprise locaux. On parle beaucoup de sondages en ce moment, c'est mieux qu'un sondage, hein. Une réunion comme celle-ci. Mais n'hésitez pas à être direct, hein. C'est bien mieux. Une heure de discussion directe durant laquelle le ministre a tenté de faire oublier une campagne pas toujours convaincante ici. Des fois, on sent peut-être une déconnexion entre la politique et la réalité économique. Donc c'est intéressant de pouvoir en discuter. Il y a un thème dont Xavier Bertrand ne veut pas discuter, l'après 6 mai. Et au-delà, la présidentielle 2017. Mais ses amis politiques en parlent pour lui. J'espère qu'il va s'entraîner pour 2017 parce qu'il fait partie de tous ceux qui ont, je crois, la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Et notre pays a besoin de gens comme lui, qui sont des gens pragmatiques, des gens de terrain avec beaucoup d'expérience. Voilà, alors pour l'instant, occupons-nous déjà du 6 mai 2012 et de gagner le 6 mai 2012. Jouer les VRP en attendant peut-être de jouer sa propre carte. Jean-François Copé, François Fillon, Xavier Bertrand, à l'UMP, ils sont plusieurs à tenir ce rôle. Il paraît que j'ai de l'ambition, c'est vrai. Mais mon ambition première, c'est le 6 mai, le deuxième tour. Plein qui pensent à l'après ou qui en parlent. Il faut parler d'une seule chose, le 6 mai, le 6 mai, le 6 mai. Dans le cercle des ambitieux à l'UMP, Xavier Bertrand sait qu'il peut s'appuyer sur son CV. Maire, ministre, secrétaire général. Quel sera son avenir? Une chose est sûre, à raison d'un déplacement par jour, il a pris goût à la campagne présidentielle. Voilà, Xavier Bertrand, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Au moins, on est triplement prévenu des questions qu'il est difficile, délicat d'aborder avec vous. Ce jour, donc, nous sommes à 5 jours du 6 mai. C'est bien on cela. ne parlera qu'après le 6 mai. On va continuer quand même un tout petit peu à en parler puisque vos amis en parlent pour vous. Mais j'avais une question à vous poser. Pourquoi finalement, Xavier Bertrand, autant de combativité puisque sans doute au fond de vous-même, vous souhaitez un petit peu la victoire de François Hollande, non? Oh, pourquoi ça? J'ai pas envie de payer des impôts, moi. En plus... Ah, je savais pas que vous gagnez autant d'argent. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Pas besoin d'être super riche pour payer les impôts. Ça, c'est la grande fable de M. Hollande. Vous inquiétez pas. Je ne demanderai d'effort à personne, les super riches paieront. Sauf que il n'y a pas assez de super riches en France. J'ai un couple d'enseignants chez moi à Saint-Quentin qui me dit l'autre jour, Monsieur le maire, on n'est pas de droite, mais on a fait nos comptes. Si c'était M. Hollande, ça nous coûterait cher. Eh bien, avec tout leur bon sens, ils ont fait les calculs. Le premier choix, c'est celui-là. Puis ensuite, je vais vous dire une chose. J'ai des enfants, j'ai pas envie que mon pays prenne du retard et j'ai pas envie que mon pays passe en seconde division parce que quelqu'un qui soit ne sait pas où il va, soit n'est jamais clair sur ce qu'il veut faire, c'est inquiétant à plus d'un titre et je pense que c'est ce qui empêchera une majorité de Français de lui donner un bulletin de vote. Je crois que la différence... Il y a un doute sur François Hollande. Le doute que les Français ont, moi je suis certain. Je suis certain qu'il y a de sa part une peur panique d'être impopulaire. À chaque fois qu'il a avancé une proposition... Il a dit qu'il n'y aurait pas d'état de grâce. Oui, non, mais même prêt, les 60 ans, il a laissé entendre à certains qu'il reviendrait dessus, et en fin de compte, uniquement pour les carrières longues.
qu'il n'a jamais voté. Oui. C'est la droite et le centre qui ont voté ces mesures, pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes. D'autre part, sur le nucléaire, regardez un pas en avant, 2 pas en arrière, sur la question de l'euthanasie. Je pense que c'est dans sa marque de fabrique. Soit il ne sait pas où il va, et dans ces cas-là, c'est dangereux. Soit il ne veut pas dire, il n'est pas sincère, et là, c'est gravissime. Dans les 2 cas de figure, on ne peut pas lui faire confiance. Et j'espère que demain soir, ces choses-là apparaîtront très clairement. En tout cas, au premier tour de la présidentielle, dans votre commune de Saint-Quentin, il est arrivé en tête, François Hollande, et dans votre commune et dans votre circonscription. Dans votre circonscription, Marine Le Pen était 2e. Ça va être difficile pour vous, la bataille des législatives. Comment vous la sentez? En 2002, c'était déjà pareil. En 2002, on l'oublie, le score du Front National, Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret étaient même à un niveau légèrement supérieur. On connaît la suite. On connaît la suite. Vous savez, il faut aussi prendre un peu de recul en politique et de regarder, je suis dans un département, dans une région qui a connu toutes les restructurations économiques, le textile, depuis les années 70. Et ce sont des régions où le taux de chômage est plus important que la moyenne. Ce sont des régions où il faut fournir plus d'efforts encore. Et j'ai bien conscience que pour beaucoup de mes concitoyens, ils se disent, est-ce que vraiment la politique sert à quelque chose? Et je leur dis qu'en 2008, si on n'avait pas eu un politique de la trempe de Sarkozy, nous aurions connu des situations bien pires. Mais c'est difficile, quelques années après, de rappeler aux gens qu'ils avaient peur à l'époque pour leurs économies et leur épargne. Et d'autre part, certains me disent, mais notre porte-monnaie, il compte pour nous et pour nos enfants. Avec la crise, leur porte-monnaie n'a pas augmenté autant qu'ils l'auraient voulu. Et je dois expliquer qu'en tout état de cause, si c'était les socialistes qui l'emportaient, là, leur porte-monnaie en prendrait un sacré coup. En tout cas, pour revenir aux législatives, il y a quand même un risque important de triangulaire avec le Front National. J'entendais la même chose en 2002, vous savez. Avec la gauche. Mais alors, qui est le mieux à même à droite pour mener cette bataille des législatives? Est-ce qu'il doit y avoir un chef unique, Jean-François Copé, par exemple, à la tête de l'UMP? Le président de la République l'a dit, réélu, il s'impliquera davantage dans la campagne des législatives qu'il ne l'a fait en 2007. Et battu? Je ne me place pas dans ce cas de figure. D'accord, mais j'imagine que vous vous organisez quand même. Voilà, vous êtes d'accord avec moi. Vous n'êtes pas dans l'improvisation totale à l'UMP. Excusez-moi. Quand je me donne à fond. Quand je me concentre à fond. Parce que j'y crois. Je pense que cette victoire, nous l'obtiendrons certainement sur le fil par rapport au sondage. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont indécis. Il y a beaucoup de Français qui attendent demain soir. Demain soir n'est pas un qui tout double. Mais demain soir... Tout repose désormais sur le débat télévisé, la confrontation. Non, c'est pas que tout repose dessus. Je pense qu'il y a des Français qui ont un doute profond sur François Hollande. C'est pas ce que montrent les sondages. Je sais, mais les sondages, ça peut bouger. Regardez, les sondages. Le débat de l'entre-deux-tours n'a jamais vraiment fait bouger les lignes. C'est ce qu'on dit. Oui. Et puis, jamais un président sortant ou une majorité sortante n'a réussi à se maintenir autant qu'au premier tour de la présidentielle en France. En Espagne, les socialistes ont été balayés. 15 points de retard par rapport à la droite. Mais c'est un peu partout, sortez les sortants. Non, pas du tout. Parce que dans tous ces pays-là, il n'y a pas eu 1,5 point d'écart. Il y a eu 15 points d'écart. Nulle part. Et voilà pourquoi la stratégie, je le pense, est la bonne, c'est de parler au peuple, pas à l'extrême droite, pas au centre seulement, non, à tous les Français. Monsieur Hollande, lui, veut, vaste ambition, rassembler la gauche et l'extrême gauche. Nicolas Sarkozy veut rassembler les Français. Ça fait toute la différence. C'était le message du Trocadéro cet après-midi. Mais il y a des droites et pas une droite. Est-ce qu'avec un parti unique, vous n'avez pas asséché complètement votre électorat? Mais j'entendais la même chose en 2007. Là, c'était pas en 2002, mais en 2007. On a le droit aussi d'avoir de la mémoire. On nous disait, mais regardez, il est à 31%. Ah, mais c'est dommage, il a plus de réserve de voix. Il a été à 53%. Je pense que le score peut être plus étroit que celui de 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing l'avait emporté sur François Mitterrand, il y avait quelques centaines de milliers de voix. Je pense que ce score peut être plus étroit. Et je le dis à celles et ceux qui veulent la victoire de Nicolas Sarkozy, qu'il faut convaincre autour d'eux, de façon à emporter cette élection qui sera très certainement serrée. Mais les sondages, rappelons-nous, au début, à la sortie des primaires, M. Hollande était à 35%. Vous avez vu où il est aujourd'hui? 62% au deuxième tour. Les derniers sondages donnent à 53, 53,5. Et je pense que demain, la confrontation, le débat, peut changer la donne. Pourquoi? Regardez la semaine dernière ce qui s'est passé. Sur le plateau de la 2, parce que M. Hollande a eu peur de faire 3 débats. Ce qu'il a accepté avec les socialistes, la primaire socialiste, non, c'était pas bon pour expliquer à tous les Français. Ce qui était bon pour le PS ne l'était pas. Vous avez eu l'un après l'autre aussitôt, avec les mêmes intervieweurs. Et derrière, les Français ont commencé à voir la différence. Demain, ça sera face à face, l'un en face de l'autre. Et là, il sera compliqué pour M. Hollande de jouer l'expert de l'esquive comme il l'est en permanence. Et ce n'est pas pour faire plaisir à Nicolas Sarkozy, les réponses.
C'est tout simplement parce que les Français veulent savoir où ils vont dans les 5 années qui viennent et quelle est à la fois l'expérience et la vision de chacun des candidats. Alors vous parliez de Français, de citoyens. Il y a des citoyens qui peuvent poser des questions via leur appli Orange TV Check. Et un internaute nous demande pourquoi n'a-t-on pas dissous les 35 heures? On en a fait maintenant un plancher. Madame Aubry en avait fait un plafond et nous en avons fait un plancher. Vous savez quelle est la durée moyenne du travail en France au moment où je vous parle? Vous allez nous dire. 39,5 heures. On est revenu au niveau d'avant la loi. Oui, mais symboliquement, dangereuse. Pourquoi il n'y a pas eu de Je vais vous dire pourquoi. suppression Symboliquement, symbolique je préfère être 35 heures. pragmatique que le symbolique. Si on avait remonté les 35 heures, les ouvriers perdaient les heures supplémentaires dès la 36e heure. Et je leur dis d'ailleurs, les heures supplémentaires sont importantes. 9 millions de Français en font. Dans le programme de M. Hollande, il en parle peu. C'en est terminé de l'avantage TEPA pour les heures supplémentaires dans les entreprises de plus de 20 salariés. Pour commencer. Sur ce thème de la durée légale, vous avez dû batailler au sein même de votre camp, je crois. Mais j'assume ce choix. Je ne veux pas priver les ouvriers des heures supplémentaires. Monsieur Hollande veut les punir en revenant sur l'avantage heures supplémentaires. Allez, une autre question avec l'application Orange TV Check, une question un peu plus anodine. Comment les militants UMP ont-ils pu tenir à 10 au mètre carré au Trocadéro? Ça, c'est Loïc qui pose cette question. À mon ami, il remet en cause 200 000 le chiffre des 200 000 personnes. Quel dommage qu'il ne soit pas venu. Quel dommage qu'il ne soit pas venu. Il aurait vu. En tout cas, il a fait ses petits calculs et il n'a pas l'air d'être très d'accord avec vous. Vous voulez, je vais vous dire une chose. Les calculs derrière un bureau, derrière son ordinateur et d'être sur place, ça change quand même beaucoup. Il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou, beaucoup plus qu'on l'imaginait. Vous parlez beaucoup du duel télévisé. Est-ce que vous estimez que Nicolas Sarkozy peut aborder la question DSK? C'est pas nous que ça gênerait, hein. C'est pas nous que ça gênerait. C'est plutôt les socialistes. Non, mais vous voyez, là aussi, mais qu'est-ce que ça apporte au débat? C'est une forme utile au débat d'impudence. D'impudence. Je ne sais pas, c'est pas moi qui fixe la question du débat demain, mais à mon avis, M. Hollande serait certainement plus embarrassé pour expliquer pourquoi son directeur de la communication, pourquoi son directeur de campagne, pourquoi Madame Royal, ils sont allés. C'était pas si grave que ça lorsqu'a fait Monsieur Strauss-Kahn. Non, mais vous vous rendez compte un petit peu? Mais si c'était des gens de droite, cette gauche caviar qui se réunit pour fêter déjà la victoire, parce que l'anniversaire date déjà depuis un petit moment, en rencontrant M. Strauss-Kahn, alors même qu'à un moment donné, ils étaient là à dire « Non, on ne le connaît quasiment pas », franchement, heureusement que le ridicule ne tue plus, mais quand même, ils ont besoin de s'expliquer. Et imaginez si nous avions eu un moment ou un autre, nous, si nous n'avions pas eu la retenue que nous avons eue dans cette affaire. Vous imaginez si à un moment donné, des élus de notre sensibilité auraient été dans la même circonstance, l'acharnement qu'on aurait eu. Il y a 2 poids 2 mesures. Il y a 2 poids 2 mesures. Une dernière question, Xavier Bertrand. Un élu écologiste grenoblois a réussi à obtenir via le tribunal administratif de Paris les copies de 264 sondages commandés par l'Élysée pour un montant global de 6 350 000 euros entre 2007 et 2009 seulement. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'ivresse sondagière? C'est dommage que cet élu n'ait pas demandé aussi pour les années Mitterrand, les années Chirac. Et comment ça se fait qu'il le fait seulement maintenant? Et les coïncidences en plus à moins d'une semaine du second tour. Ah, quand même. Moi, les coïncidences dans la vie politique, j'y crois pas trop. C'est la Poste qui était en retard, peut-être. Mais sur le fond, c'est quel dommage. Réponse. Mais il y a toujours eu des sondages qui ont été faits. Y compris sur le couple à l'Élysée. Mais attendez. Ah, c'est vrai que l'époque de M. Mitterrand, il n'y a pas de sondage? Peut-être pas pour savoir s'il devait se remarier. Sur le couple, sur son double, on a appris après coup. Ne rentrons même pas dans ce Merci. qu'il avait fait. Merci Xavier Bertrand d'avoir été avec nous ce soir. Merci Perrine, bonsoir, à très vite à tous. Présidentiel, décisif, incontournable. Suivez le face-à-face entre Nicolas Sarkozy et François Hollande sur les chaînes parlementaires. À l'issue du débat, décryptage, analyse, réaction avec les rédactions des 2 chaînes politiques, mercredi à 20h30.
Bonjour, cette semaine nous sommes dans l'ouest de la France, au cœur du Marais Poitevin. C'est la deuxième plus grande zone humide de France après la Camargue. 20 000 hectares de verdure et de canaux. C'est l'équivalent de 2 fois la ville de Paris. Mais aujourd'hui, la Venise verte est menacée par la sécheresse et l'exploitation agricole. Alors comment protéger l'écosystème et la biodiversité du Marais Poitevin? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. À l'origine, le Marais Poitevin était un immense marécage. Ce sont les moines de l'abbaye voisine de Maizé qui, au XIIIe siècle, ont creusé ces canaux pour pouvoir circuler dans le marais. Victor Thiré est un jeune réalisateur de documentaires. Passionné de nature, il consacre son premier film au marais de son enfance. Un marais aujourd'hui menacé par le manque d'eau et l'exploitation agricole. Ce qu'on peut voir depuis quelques années, c'est qu'on a un manque d'eau. Parce qu'il y a moins de précipitations, tout simplement, il y a moins de pluie à l'année. Après, on a surtout une gestion de cette eau qui est, on va dire, un peu en contradiction avec le milieu ce qu'il était à l'origine. Et ça se manifeste par notamment un manque de crue l'hiver. Parce que sur cette zone-là, le marais mouillé ici, normalement l'hiver, au mois de, on va dire, décembre, janvier, il faut imaginer que c'est recouvert d'eau. On peut naviguer en canoë dessus. Et en fait, depuis, on va dire, une petite trentaine d'années, on a moins de crues. Ou quand il y en a, on va dire qu'elle dure moins longtemps, cette crue. Alors les conséquences qu'on peut distinguer, ça va être que le sol du marais, c'est de la tourbe, et pour cette tourbe, pour qu'elle puisse vivre, elle a besoin d'eau. Et donc s'il n'y a pas d'eau, les terrains vont commencer à s'affaisser, on va pouvoir le voir sur les racines des peupliers qui vont commencer à dépasser du sol, donc ça peut être des chutes de peupliers, ou les gens qui ont construit leur maison va commencer à s'affaisser petit à petit. Donc ça peut être des conséquences économiques, d'une part. Après, il peut y avoir aussi des conséquences écologiques, parce que le Marais Poitevin, c'est une zone qui inondait une partie de l'année, et si elle inonde une partie de l'année, forcément, il y a une faune, une flore qui s'est installée, et cette faune et cette flore, elle a besoin d'eau, et s'il n'y a plus d'eau, elle disparaît. Sans eau, toutes ces espèces végétales, animales qui se sont installées ici parce que justement il y avait ce phénomène de crue, sans eau, toutes ces espèces vont disparaître et on va voir disparaître le Marais Poitevin, le milieu marais mouillé qui est, si on va dire, exceptionnel et spécifique à cette zone de l'ouest de la France. Pour préserver le marais, il faut donc maintenir les prairies par le pâturage. Aujourd'hui, seuls quelques éleveurs perpétuent cette tradition ancestrale. Salut Guillaume. Salut Dominique. Allez, on va mettre les animaux. Dominique Moinet est éleveur. Ce matin, il amène ses vaches jusqu'à des parcelles inaccessibles du marais. Objectif, réhabilité par le pâturage des prairies jusque-là abandonnées. Ah, doucement, moi. Ce matin, nous avons fait une mise à l'herbe des animaux sur le marais, inaccessible par voie de terre. Donc nous faisons ça pour entretenir le marais et faire que ce marais soit, on va dire, plus agréable à voir et à visiter. Par le pâturage,
grâce aux animaux. Le marais est entretenu et c'est un entretien naturel du marais. Dominique, pourquoi vous avez décidé de perpétuer, de reprendre cette tradition qui était oubliée? Aujourd'hui, nous sommes 8 éleveurs à faire ce travail sur ce marais. Autrefois, il est vrai, tous les maraîchers avaient 1 ou 2 ou 3 animaux et donc entretenaient ce marais normalement. Nous avons quelques aides environnementales sur les prairies et après nous le faisons aussi par